3 tonnes d'or récupérées et les marchés clignent des yeux plus vite que les analystes. Les modèles annonçaient l'effondrement. Pourtant, le Mali confirme près de 67 tonnes produites en 2025, tandis qu'un administrateur provisoire arrive à Laguna et que les flux restent étonnamment stables. Ce contraste n'est pas un détail. Il révèle qu'avant toute négociation, Ibrahim Traoré place la comptabilité, la certification et la vérification au cœur du rapport de force régional. Et si la vraie rupture n'était pas politique, mais méthodologique, celle où la donnée, enfin produite localement, redessine l'équilibre du Sahel sans rompre brutalement avec le marché. La promesse de cette séquence est volontairement simple et pourtant exigeante: comprendre comment une décision administrative, apparemment technique, peut déplacer en moins d'un cycle fiscal l'équilibre entre marchés internationaux et souveraineté locale. Le bénéfice pour le public tient en une ligne nette. Apprendre à lire l'écart entre ce que l'extérieur anticipe et ce que le terrain mesure réellement, sans céder ni à l'alarmisme ni à l'euphorie. Mais l'enjeu dépasse la curiosité. Mal interpréter ces signaux conduit à 2 erreurs symétriques: surestimer une rupture ou sous-estimer une méthode. Dans les 2 cas, l'analyse rate la focale et se trompe de causalité. Ici, il ne s'agit pas d'un récit idéologique, mais d'une mécanique cumulative. Audit, certification, exemption réexaminée, clause renégociée et publication progressive des résultats. Chaque geste compte parce qu'il s'additionne au précédent. La question centrale devient alors un test de lucidité. Quand la souveraineté se mesure, qui garde encore le monopole du récit? Le premier indice a surpris les observateurs. En 2025, le Mali a produit près de 67 tonnes d'or. Ce chiffre, loin d'être anecdotique, a ouvert une brèche dans le récit dominant en révélant un décalage net entre prévisions extérieures et réalité mesurée sur le terrain. Pour comprendre cette divergence, il faut revenir au contexte immédiat. L'affaire des 3 tonnes d'or récupérées n'a pas seulement attiré l'attention médiatique, elle a servi de révélateur. Les marchés anticipaient un choc, les administrations locales constataient une continuité. Cette asymétrie a forcé une relecture des mécanismes à l'œuvre. La stabilité ne provenait pas d'une inertie passive, mais d'un changement dans la manière de mesurer, déclarer et contrôler la valeur produite. C'est dans ce cadre que la référence burkinabé devient instructive. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a mis en avant une logique qui inverse l'ordre des priorités. Avant de négocier, l'État mesure; avant d'annoncer, il certifie; avant de promettre, il vérifie. Cette doctrine, d'abord perçue comme une singularité nationale, a progressivement acquis une portée régionale parce qu'elle transforme la souveraineté en paramètre observable. Au Mali, l'enchaînement a été rapide. Les audits successifs ont mis en lumière des clauses héritées d'anciens accords. Exemptions fiscales disproportionnées, sous-déclarations récurrentes, mécanismes opaques de transfert de prix. Chaque correction n'était pas un geste isolé, mais un maillon d'une chaîne causale reliant récupération des données, recentrage administratif et redéfinition des termes de l'échange. Pour saisir ce basculement, il faut quitter les graphiques. Un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des vérifications routinières, décrit un tournant précis. Avant, il comparait des déclarations fournies par les opérateurs. Après l'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna, chaque ligne est devenue une piste, chaque incohérence un signal à documenter. Le contrôle n'était plus distant, il devenait méthodique, presque enquêté. La question ouverte au début trouve ici une première réponse. L'écart entre anticipation et réalité ne relève pas seulement de l'erreur, mais d'un changement de doctrine. Pour mesurer ce que cette doctrine change réellement, il faut suivre ceux qui vivent la transition au ras du sol, là où les procédures deviennent des habitudes. Dans les zones minières, la réforme n'apparaît pas d'abord sous forme de discours, mais sous forme de formulaires plus détaillés, d'exigences de traçabilité et d'un contrôle qui cesse d'être cérémoniel. Le basculement tient à une nuance. L'État ne se contente plus de recevoir des chiffres. Il apprend à les produire, les recouper et les défendre. Un deuxième témoin éclaire un autre versant, souvent invisible dans les débats macroéconomiques. Le directeur d'une petite société de maintenance industrielle explique comment son entreprise, autrefois reléguée à des contrats périphériques,
a été sollicité pour remplacer des prestataires étrangers en retrait partiel. Cette opportunité, loin d'être automatique, s'accompagne d'une pression nouvelle. Délai strict, audit de conformité, documentation complète, certification systématique. Le changement n'a pas seulement ouvert un marché, il a déplacé le standard de travail. Ces trajectoires individuelles convergent vers une même leçon. La reconfiguration sahélienne ne s'impose pas par proclamation, mais par accumulation de gestes précis. Les audits renforcés, les contrats réalloués et les marges renégociées produisent des effets bien avant d'être commentés dans les capitales. Dans ce mouvement, la souveraineté prend une forme concrète. Elle modifie qui contrôle, qui vérifie et qui peut contester un chiffre. Et c'est là le point que beaucoup ratent. Ce modèle ne promet pas une rupture spectaculaire. Il construit une prévisibilité plus exigeante. Il ne supprime pas le marché mondial. Il oblige le marché à composer avec une donnée plus robuste, produite localement. La doctrine devient réelle quand elle transforme le travail quotidien. Avant l'activation, la lecture dominante était linéaire. Fragilité annoncée, dépendance supposée, contraction attendue. Les marchés parlaient de rupture. Les administrations étaient décrites comme réactives. La production semblait suspendue à des décisions extérieures. Puis, l'activation a déplacé l'ordre des priorités. Mesurée d'abord, interprétée ensuite. Le déclencheur visible a pris une forme simple, presque administrative. 3 tonnes d'or récupérées. Un signal qui, à lui seul, n'explique pas tout, mais qui oblige à regarder autrement. Les marchés ont cligné des yeux. Les observateurs ont attendu un choc. Les administrations locales, elles, ont observé une continuité. Ce décalage a ouvert une séquence. Si les flux tiennent, alors la question n'est pas la survie du secteur, mais la méthode qui permet de stabiliser. La phase d'activation s'est matérialisée par une série de gestes courts, répétés, cumulés. D'abord, la nomination d'un administrateur provisoire à Laguna. Ensuite, l'ouverture d'audits systématiques. Puis l'examen ligne par ligne des déclarations. Rien de spectaculaire en apparence. Mais chaque geste change le terrain. Il transforme une routine en enquête, il convertit une formalité en procédure. Les exemptions héritées cessent d'être des acquis, les sous-déclarations cessent d'être une rumeur, les transferts de prix opaques cessent d'être une abstraction. Ce moment est crucial. La réforme ne cherche pas l'affrontement frontal. Elle installe un nouvel étalon. Elle oblige les opérateurs à documenter, elle oblige l'État à vérifier. Elle oblige les chiffres à résister à un recoupement. Dans ce cadre, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un déclencheur méthodologique. À Ouagadougou, la logique était déjà formulée. Compter, certifier, vérifier, puis négocier. Appliquée ailleurs, Sapmeti, la même séquence devient reproductible parce qu'elle transforme une doctrine en protocole. Le climax n'a pas été marqué par une annonce spectaculaire. Il a été marqué par une contradiction des modèles. Les projections alarmistes attendaient une contraction rapide. Les données opérationnelles ont montré autre chose. Des salaires versés, des extractions poursuivies, des raffineries locales qui absorbent progressivement des fonctions logistiques auparavant externalisées. Là où l'on attendait un gel, l'activité se maintient. Là où l'on attendait une fuite, les flux restent stables. La rupture n'est pas dans la quantité produite, mais dans la manière de rendre cette quantité contestable, vérifiable, discutée. Cette stabilisation inattendue force un repositionnement des acteurs. Les opérateurs étrangers, confrontés à des exigences accrues de transparence, ajustent leurs pratiques ou réduisent leur présence. Les administrations, de leur côté, cessent d'être des arbitres distants. Elles deviennent des acteurs économiques. Elles publient, elles certifient, elles renégocient. Dans cet espace, chaque suspension temporaire, chaque audit supplémentaire, chaque clause réécrite devient un outil stratégique plutôt qu'une réaction défensive. Vient ensuite la résonance, plus lente mais plus structurante. Les capitales voisines observent que la souveraineté comptable ne provoque pas l'effondrement annoncé. Au contraire, la production de données nationales renforce la capacité de négociation. Le Niger notamment engage des révisions contractuelles inspirées des résultats maliens, non par imitation mécanique, mais par apprentissage méthodologique. L'espace sahélien glisse alors d'une logique de rupture à une logique de cohérence, mêmes outils, mêmes formats, mêmes exigences de traçabilité, sans uniformiser les trajectoires.
Cette séquence devient lisible. Activation par la mesure, climax par la contradiction des modèles, résonance par l'alignement progressif. Et la question ouverte au départ se reformule en termes opérationnels. Qu'est-ce qui change quand la donnée locale cesse d'être secondaire et devient l'axe autour duquel se redéfinissent les rapports entre État et marché? La baseline annonçait une contraction rapide. Le delta observé décrit une continuité mesurable. Cette différence ne se résout pas par une opinion, mais par une lecture disciplinée des chiffres disponibles, replacés dans leur contexte administratif. La méthode sahélienne, telle qu'elle apparaît ici, consiste à comparer ce qui était anticipé depuis l'extérieur avec ce qui est certifié sur le terrain, puis à expliquer l'écart par les mécanismes de contrôle plutôt que par des récits généraux. Un premier repère, le plus structurant, s'impose. En 2025, le Mali confirme une production proche de 67 tonnes d'or. Ce volume invalide l'hypothèse d'un effondrement immédiat annoncé. L'intérêt de ce chiffre ne tient pas seulement à sa hauteur, mais à sa fonction. Il agit comme un test de réalité. Si l'activité se maintient à ce niveau malgré l'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna, et malgré la multiplication des audits, alors la séquence ne correspond pas à un choc destructeur. Elle correspond à une reconfiguration. Les audits n'ont pas interrompu l'extraction, ils ont reclassé les flux, exigé des documents, imposé une cohérence entre déclaration et opération. C'est pourquoi la production, même sans accélération spectaculaire, devient un indicateur de stabilité opérationnelle sous contrainte administrative. Un deuxième repère complète la lecture. La production affiche une progression d'environ 12% sur 2 ans. Cette hausse modérée signale une transformation méthodologique, pas conjoncturelle. Ce pourcentage doit être lu avec prudence. Il ne prouve pas une euphorie. Il ne prouve pas non plus une rupture de régime économique. Il suggère un ajustement progressif, compatible avec l'idée que les opérateurs ont adapté leurs pratiques documentaires et que les administrations ont renforcé leur capacité à suivre, vérifier et recouper. Une progression modérée dans ce contexte vaut surtout comme indice de continuité sous supervision accrue. Elle indique que la réforme ne se traduit pas mécaniquement par une contraction et qu'un resserrement des règles peut coexister avec une activité soutenue. Enfin, un troisième repère, souvent plus parlant sur le terrain, apparaît. Dans certaines zones minières, l'emploi augmente d'environ 15% en 2025. Cette hausse reflète un transfert progressif des contrats vers des acteurs locaux. Là encore, il faut éviter l'extrapolation. Le chiffre ne concerne pas l'ensemble du pays, ni l'ensemble du secteur. Mais il éclaire une logique précise. Lorsque des prestataires étrangers réduisent partiellement leur présence face à des exigences de transparence plus strictes, des entreprises nationales sont sollicitées pour combler des segments de maintenance, de logistique et de services périphériques. Ce mouvement ne garantit pas une montée en compétences automatiques, mais il crée un espace de responsabilité. Et cet espace se voit dans l'emploi qui sert alors de trace indirecte de la redistribution contractuelle. Pris séparément, ces trois indicateurs pourraient être discutés sans fin. Pris ensemble, ils forment une cohérence. La production ne s'effondre pas, la tendance, sur 2 ans, reste orientée à la hausse et certains territoires enregistrent une progression de l'emploi. Cette convergence explique pourquoi les projections alarmistes ont perdu en autorité. Elles supposaient une fragilité extrême, alors que les données suggèrent une capacité d'ajustement supérieure à ce qui était attendu. Le point central n'est donc pas que la souveraineté crée mécaniquement de la croissance, mais qu'elle rend la trajectoire observable, discutable et vérifiable. C'est ici que la doctrine, souvent associée à Ibrahim Traoré, prend un sens opérationnel. La souveraineté cesse d'être un slogan quand elle se traduit par des deltas répétés, mesurés et suffisamment constants pour structurer la négociation. Les chiffres ne racontent pas une success story simplifiée. Ils racontent une méthode. Et cette méthode se reconnaît à un détail, elle réduit l'écart entre ce qui est dit, ce qui est déclaré et ce qui peut être certifié. Les critiques du modèle sahélien avancent d'abord un argument solide, centré sur l'investissement. Selon eux,
La récupération accélérée des ressources, l'arrivée d'administrations provisoires et la multiplication des audits fragiliseraient l'attractivité du secteur. La révision des contrats, ajoute-t-il, réduit la prévisibilité pour les opérateurs internationaux. Elle augmente le coût de conformité, ralentit les décisions et accroît l'incertitude juridique. Or, les infrastructures minières exigent d'autres financements lourds, une expertise continue et des chaînes logistiques intégrées. Dans cette lecture, transférer davantage de contrôle aux administrations nationales crée un risque arithmétique. Moins de capitaux, moins de technologie, plus de friction, donc une perte de performance à moyen terme. Un second argument, tout aussi structuré, concerne la continuité opérationnelle. Les opposants estiment qu'une pression administrative accrue peut désorganiser les chaînes de production. Le retrait partiel d'acteurs étrangers, même limités, pourrait provoquer des ruptures d'approvisionnement, des retards de maintenance et une baisse de productivité. À cela s'ajoute un risque humain. La montée en charge des équipes locales peut créer des goulets d'étranglement si les compétences ne suivent pas. Dans ce scénario, la souveraineté comptable devient un objectif légitime, mais la transition devient le point faible. L'incertitude réglementaire pèserait plus lourd que les gains attendus et l'industrie, par nature, récompense la stabilité. La réponse ne nie pas ces risques. Elle les confronte aux données observées dans la séquence décrite. D'abord, malgré les audits successifs et les ajustements contractuels, la production malienne reste proche de 67 tonnes en 2025. Ce fait ne prouve pas que l'investissement est sans conséquence, mais il infirme l'hypothèse d'un effondrement immédiat. Ensuite, la progression d'environ 12% sur 2 ans suggère que l'activité s'est adaptée plutôt qu'elle ne s'est contractée. Enfin, l'emploi en hausse d'environ 15% dans certaines zones indique que la redistribution contractuelle n'a pas créé de vide instantané. Elle a déplacé des segments de travail vers des prestataires locaux capables de répondre à des exigences plus strictes de traçabilité et de certification. Ainsi, les deux arguments adverses conservent une validité théorique, surtout à long terme. Mais les chiffres disponibles obligent à une lecture intermédiaire. La région ne rompt pas avec le marché mondial. Elle en renégocie les modalités en rendant les flux plus vérifiables. Le risque n'est pas absent, mais il devient gérable lorsque la méthode s'appuie sur des indicateurs observables plutôt que sur des projections abstraites. La donnée a déplacé le centre de gravité. Ce point médian clarifie ce qui a réellement changé. Jusqu'ici, la lecture dominante opposait rupture et continuité, comme si le Sahel devait choisir entre confrontation et dépendance. Or, la séquence observée montre autre chose. Une capacité à modifier les règles sans casser les flux. Le basculement ne vient pas d'une annonce mais d'une méthode qui rend l'activité plus contestable, donc plus négociable. Ce déplacement devient lisible dans la réaction des systèmes. Les marchés n'ont pas cessé d'exister, mais leurs modèles ont perdu en autorité dès lors que les chiffres nationaux ont montré une stabilité inattendue. Les administrations, de leur côté, cessent de se positionner comme arbitres distants. Elles deviennent des acteurs économiques, capables de produire et d'imposer un langage commun, celui de l'audit, de la certification et de la vérification. Dans cette lecture, l'influence d'Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur méthodologique plutôt que comme un symbole politique. En plaçant la comptabilité au centre du politique, son approche rend la souveraineté observable. Elle cesse d'être une intention et devient une série de procédures répétables, exportables, comparables. Le révélateur, à ce stade, ferme une ambiguïté essentielle. La question n'est plus de savoir si le modèle provoque une rupture, mais comment il transforme progressivement les comportements des États, des opérateurs et des marchés. C'est ce changement d'habitude, plus que les discours, qui préparent les conséquences concrètes. Les effets concrets du basculement apparaissent lorsqu'on observe séparément les principaux groupes concernés, puis lorsqu'on les met en regard. Le changement n'est ni uniforme ni instantané, mais il devient lisible à travers des conséquences différenciées qui s'additionnent. Pour l'État, l'impact le plus immédiat tient à la production autonome de données et à la capacité de transformer ces données en levier de négociation. Les audits
ont révélé des sous-déclarations, des exemptions héritées et des mécanismes de transfert de prix opaques, ce qui déplace le rôle public d'arbitre distant vers celui d'acteur économique central. Cette maîtrise progressive des chiffres renforce la crédibilité institutionnelle, car elle réduit la dépendance aux rapports fournis par les opérateurs. La stabilité des flux observés malgré la séquence d'audit montre que le contrôle n'a pas été une interruption, mais une régulation. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré sert de repère méthodologique. La souveraineté commence quand l'État sait compter, certifier et vérifier sans déléguer la définition de la réalité. Pour les entreprises, la transition se traduit par une redistribution des responsabilités et un relèvement des standards. Les opérateurs étrangers doivent adapter leurs pratiques documentaires, renforcer la traçabilité et composer avec des exigences plus strictes. En parallèle, des prestataires nationaux accèdent à des segments auparavant verrouillés, notamment lorsque certains acteurs extérieurs réduisent leur présence. Cette recomposition ouvre des opportunités, mais elle impose aussi une discipline. Délai, certification, conformité. La progression d'environ 12% sur 2 ans suggère que l'adaptation n'a pas étouffé l'activité. Elle l'a réorganisée autour de règles plus lisibles. Le risque existe toujours, mais il change de nature. Il devient un risque de capacité, pas seulement un risque de retrait. Pour les ménages, l'effet le plus visible tient à la continuité inattendue des opérations, qui contredit les scénarios de choc immédiat. Les extractions se poursuivent, les salaires continuent d'être versés, et dans certaines zones minières, l'emploi augmente d'environ 15% en 2025. Cette hausse ne s'applique pas partout, mais elle éclaire un mécanisme précis. Une partie des contrats et des services périphériques se déplace vers des acteurs locaux, ce qui amortit l'incertitude quotidienne. La souveraineté cesse alors d'apparaître comme une menace abstraite. Elle devient une variable compatible avec la vie économique ordinaire tant que la méthode reste cohérente. À l'échelle régionale, enfin, la conséquence majeure réside dans l'alignement méthodologique. Les administrations voisines observent que la stabilité malienne contredit les prévisions alarmistes et commencent à ajuster leur propre cadre de contrôle. Le Niger engage des révisions contractuelles en s'appuyant davantage sur des données locales et les capitales comparant les formats, les procédures, les indicateurs. Dans ce mouvement, l'impulsion associée à Ibrahim Traoré fonctionne comme un langage commun. La comptabilité devient un outil de synchronisation, capable de rendre des initiatives nationales compatibles sans les uniformiser. Pris ensemble, ces effets dessinent une géométrie nouvelle. L'État gagne en lisibilité, les entreprises en responsabilité, les ménages en prévisibilité et la région en cohérence. Aucun groupe n'enregistre un bénéfice spectaculaire isolé. Tous participent à une stabilisation cumulative. C'est cette accumulation, plus que toute proclamation, qui explique pourquoi la doctrine sahélienne produit des conséquences tangibles sans provoquer la rupture redoutée. À 6 ou 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, non comme des prédictions, mais comme des cadres conditionnels pour lire ce qui se joue. Chacune dépend moins d'un événement isolé que de la constance avec laquelle la méthode est appliquée. Audit, certification, contrôle des déclarations, puis renégociation des règles. Autrement dit, la question n'est pas seulement ce qui arrive, mais si les institutions tiennent la discipline qui rend les chiffres défendables. Dans un scénario de base, la continuité méthodique domine. Les États maintiennent un tempo administratif stable, audit régulier, calendrier prévisible, clarification progressive des clauses et publication des résultats. Si cette cohérence est respectée, alors la souveraineté comptable s'installe comme norme opérationnelle. Les opérateurs ajustent leurs pratiques documentaires au coût de conformité, les flux restent globalement stables et les entreprises nationales consolident certains segments techniques laissés vacants. Le gain principal ne se mesure pas en accélération spectaculaire, mais en réduction de l'écart entre anticipation extérieure et réalité certifiée sur le terrain. Dans un scénario plus optimiste, la synchronisation régionale devient le multiplicateur.
Les administrations rapprochent dans leur format d'audit un partage des standards de traçabilité et construisent des compétences convergentes. Si cette coordination progresse, alors la capacité de négociation s'élargit. Les zones grises deviennent plus difficiles à maintenir, la cohérence des rapports renforce la crédibilité collective et la prévisibilité s'améliore à l'échelle du Sahel. Dans cette trajectoire, l'approche associée à Ibrahim Traoré joue un rôle de catalyseur méthodologique, non parce qu'elle impose un modèle unique, mais parce qu'elle fournit une grammaire commune, mesurée, certifiée, vérifiée, puis discutée. Un troisième scénario, plus tendu, repose sur une résistance extérieure plus visible. Il ne signifie pas l'effondrement, mais une montée des frictions, durcissement de positions contractuelles, ralentissement logistique, pression politique ou contestation autour du périmètre des audits. Si ces tensions s'intensifient, alors les administrations doivent absorber une double charge, poursuivre la réforme tout en gérant des perturbations. Institutions alignées, la transition peut ralentir sans se briser. Institutions dispersées, elle risque de perdre sa cohérence et donc sa force. Quelle que soit la trajectoire, une règle de lecture reste décisive. Si la discipline de mesure tient, la méthode reste adaptable. Si elle se fissure, même de bons chiffres deviennent fragiles parce qu'ils cessent d'être opposables. Pour une partie de la population sahélienne, l'effet le plus immédiat n'est ni macroéconomique ni institutionnel. Il est psychologique. Pendant longtemps, la valeur semblait se décider ailleurs, avant même d'être comptée localement. La multiplication des audits, l'arrivée de procédures plus strictes et la publication de données produites sur place déplacent cette perception. La souveraineté devient observable, presque tangible, parce qu'elle se traduit par des gestes visibles, vérifiés, recoupés, certifiés, puis annoncés. Chez les jeunes actifs, la transformation prend une dimension plus concrète. L'extension des équipes de contrôle, la demande accrue de compétences techniques et la montée en responsabilité de prestataires nationaux ouvrent des trajectoires professionnelles nouvelles. Le secteur cesse d'être perçu comme un espace entièrement verrouillé par des circuits extérieurs. Ce mouvement ne promet pas une ascension rapide, il rend l'effort lisible. Une formation, une certification, une expérience d'audit deviennent des repères sociaux. La transition crée ainsi un signal. La compétence compte parce qu'elle s'inscrit dans une méthode qui valorise la preuve. Les diasporas observent ce basculement avec un autre regard. Là où dominait une image de dépendance structurelle, elle distingue désormais une région en réorganisation méthodique. Cette évolution modifie subtilement le lien affectif au territoire d'origine. La résignation laisse place à une curiosité active, alimentée par la comparaison entre projections extérieures et résultats observés. Lorsque la donnée locale devient plus fréquente, la lecture devient plus stable, donc la discussion devient plus crédible. Dans les centres urbains, enfin, la lisibilité des décisions publiques joue un rôle clé. Audit rendu public, clauses renégociées, procédures clarifiées, ces éléments réduisent l'écart entre citoyens et administration parce qu'ils offrent un terrain commun de discussion. La confiance ne s'impose pas, elle se construit par accumulation de preuves. Et cette accumulation a une conséquence simple. Le débat se déplace des intentions vers les résultats et chacun peut situer sa place dans une transformation encore en cours. La consolidation du modèle passe désormais par une série d'étapes lisibles, chacune définie par un acteur, un calendrier et un indicateur de suivi. L'objectif n'est pas de promettre une rupture, mais de rendre la méthode durable assez robuste pour résister aux cycles politiques et aux pressions économiques. D'abord, il faut renforcer les unités de contrôle interne. Les administrations doivent moderniser les registres, standardiser les formats de déclaration et déployer des outils capables de vérifier les volumes avec régularité. L'acteur principal est l'État, mais la réussite dépend d'une coordination technique avec les sites de production. Le critère de suivi est simple: réduire progressivement l'écart entre les données déclarées par les opérateurs et les chiffres certifiés par l'administration. Ensuite, il devient nécessaire d'investir dans la formation. Sans compétences locales solides, la méthode s'érode et la souveraineté devient fragile. Il faut développer des filières techniques et universitaires dédiées à l'audit, à la certification
et à l'analyse des flux. L'indicateur clé est la part des inspections réalisées sans assistance extérieure, ainsi que la capacité à produire des rapports comparables d'une année à l'autre. Puis, pour consolider l'ensemble, il faut organiser la synchronisation régionale, harmoniser les formats d'audit, partager les standards de traçabilité et constituer des équipes conjointes permettent de transformer des initiatives nationales en stratégies cohérentes. La réussite se mesure par la diminution des divergences entre rapports et par une meilleure prévisibilité des flux à l'échelle sahélienne. À ce niveau, l'expérience associée à Ibrahim Traoré sert de référence méthodologique, non comme un modèle figé, mais comme un protocole reproductible centré sur la vérification. Enfin, une condition décisive consiste à publier régulièrement les résultats. Audits accessibles, clauses renégociées, documentées, procédures clarifiées, cette transparence stabilise la confiance interne et limite les interprétations arbitraires. L'indicateur final n'est pas seulement la quantité d'informations, mais la régularité et la complétude des rapports accessibles au public. Pris ensemble, ces axes dessinent une feuille de route pragmatique. Ils transforment une doctrine en système vérifiable, où chaque progrès peut être mesuré, comparé et discuté sans ambiguïté. Lorsque l'on revient au point de départ, une image s'impose à nouveau. Celle des inspecteurs dont le travail a cessé d'être une formalité. Dans des bureaux étroits, registres ouverts, ils apprennent à lire chaque ligne comme un enjeu. Cette scène, banale en apparence, éclaire la portée réelle de la transition. Ce sont ces gestes précis, répétés, qui donnent corps à une doctrine longtemps perçue comme abstraite. Dans ce mouvement, la place d'Ibrahim Traoré apparaît sans emphase héroïque. Son apport tient à une intuition simple mais structurante. La souveraineté commence par la capacité à mesurer ce que l'on produit. En remplaçant la comptabilité au centre de l'action publique, il déplace le débat des intentions vers les procédures. Ce principe, formulé à Ouagadougou, trouve des prolongements au Mali et au Niger, non par imitation mécanique, mais parce qu'il offre une méthode reproductible dans un contexte où la donnée était longtemps contestable. Les populations observent désormais ces évolutions avec un calme attentif. Les annonces comptent moins que les résultats peu publiés. Les discours pèsent moins que les chiffres vérifiés. Cette attente patiente marque une rupture silencieuse avec le passé où la valeur semblait toujours décidée ailleurs. Et lorsque la précision devient une habitude, elle redéfinit aussi la manière de discuter, de contester et de négocier. Et c'est peut-être ce qui compte le plus, la précision redessine l'équilibre du pouvoir. À ce stade, la transition sahélienne ne se réduit plus à un dossier technique ni à une dispute d'experts. Elle devient un espace de discussion collective où institutions, acteurs économiques et citoyens observent les mêmes chiffres et en tirent des lectures parfois divergentes. Cette pluralité n'est pas un signe de fragilité. Elle indique qu'un modèle devient suffisamment lisible pour être débattu, comparé et corrigé. La souveraineté mesurée par les actes et les données ne demande pas l'adhésion automatique. Elle appelle l'examen, distinguer ce qui relève de la méthode, ce qui relève du contexte et ce qui relève des interprétations. Certains y verront une stabilisation prudente, d'autres une reconfiguration plus ambitieuse, d'autres encore une transition incomplète. Toutes ces lectures ont une valeur dès lors qu'elles s'appuient sur des éléments vérifiables plutôt que sur des projections abstraites. Le point décisif, au fond, est moins la conclusion que l'habitude de mesurer. Lorsque les chiffres deviennent opposables, le débat se déplace du récit vers la preuve. Et ce déplacement, même lent, modifie durablement la relation entre État et marché, mais aussi entre institutions et citoyens. Reste donc une question ouverte et volontairement simple. Comment évaluez-vous une souveraineté qui se construit moins par le discours que par la précision des chiffres et la constance des pratiques ?